Cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Le ministre français de l'Intérieur accueilli cet après-midi à Bamako par son homologue malien, le général Sada Samake. Manuel Valls, dans ses premiers propos recueillis par nos reporters, dit être à Bamako pour conforter la coopération franco-malienne dans le domaine de la police et de la gendarmerie. Au cours de son séjour, le ministre français de l'Intérieur aura des entretiens avec les autorités maliennes autour des questions de sécurité et de développement. Nous écoutons Manuel Valls, il est au micro de Bourama Traoré. L'essentiel, c'est de conforter, de redémarrer la coopération avec le ministre de l'Intérieur, avec le gouvernement malien, dans le domaine de la police, de la gendarmerie, de la sécurité civile. C'est de rebâtir, c'est le souhait, la volonté des autorités maliennes, une sécurité publique qui aujourd'hui est évidemment indispensable pour l'avenir du Mali. C'est le sens de cette visite pour l'ensemble du pays. Il faut des structures, des institutions dans un pays démocratique comme le Mali, et la police et la gendarmerie doivent occuper pleinement cette place. Et la volonté de mon collègue qui a déjà une grande expérience dans ce domaine-là, et que nous allons, avec l'aide de la France et d'autres bien sûr, poursuivre. Parce que les Maliens ont besoin de cette sécurité, pas seulement pour des raisons exceptionnelles, liées à la guerre, à l'occupation, à l'action terroriste, mais d'une manière générale, parce que la société malienne doit pouvoir vivre en sécurité. Et puis, la signature de cette convention entre l'Office français d'immigration et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Les deux parties viennent de mettre en place un programme de 12 mois qui vise le retour et l'insertion professionnelle des étudiants maliens diplômés de France. Le coût de cette première phase du programme avoisine les 80 millions de francs CFA. La cérémonie de signature s'est déroulée à l'ambassade de France au Mali. C'était en présence du ministre français de l'Intérieur et du chef de département malien chargé de l'emploi et de la formation professionnelle. Un reportage de Mohamed Diarra. Très simple dans la forme, mais combien important dans le fond. C'est ainsi qu'on peut qualifier cette première visite du ministre français de l'Intérieur. Une visite dont l'un des temps forts constitue la signature d'une convention entre l'Office français d'immigration et l'Agence nationale pour l'emploi. L'accord qui vient donc d'être matérialisé facilite le retour et l'insertion professionnelle des étudiants maliens diplômés de France. Nous venons là de signer quelque chose qui est important avec le ministre de l'Emploi, avec les directeurs de la NPE et de l'OFI, parce qu'il faut permettre la mobilité, et la mobilité notamment de la jeunesse malienne qui se forme, qui doit pouvoir aussi travailler en France. C'est la raison pour laquelle j'ai abrogé la circulaire Guéant qui empêchait les étudiants diplômés d'obtenir un travail. Et cette mobilité aussi doit permettre, et c'est le sens de cette signature, à la jeunesse malienne d'apporter son envie, sa soif d'avenir ici au Mali. Le coût du programme d'une durée de 12 mois s'élève à près de 80 millions de francs CFA. Il sera exécuté en adéquation avec les besoins des entreprises maliennes. L'OFI et la NPE se chargeront de trouver les employeurs pour les jeunes une fois de retour au pays. Ces derniers seront tenus de produire un rapport pendant la période de l'embauche. La finalité étant de parvenir à une embauche définitive une fois la période d'essai terminée. Si nous pouvons avoir des jeunes qui ont déjà des diplômes en Occident, qui ont de l'expérience dans des entreprises françaises, je pense que ça peut apporter beaucoup à l'économie du Mali et de lutter contre le chômage. Vous savez, en tant que ministre de l'Emploi, c'est une de nos préoccupations. Et dans la perspective de la création des 200 000 emplois promis par le président de la République, c'est aussi un créneau qui peut nous permettre de faire appel aux Maliens de la diaspora. L'objectif visé à travers cette convention est d'inciter les jeunes diplômés à rentrer au pays pour participer à la reconstruction et au développement du Mali. Toujours au chapitre de la coopération, ce séjour du général guinéen Maïga Mohamed Bangoura, chef d'état-major adjoint des armées de la Guinée-Conakry dans notre pays, et précisément à Kidal, sur place là-bas. Il était avec le colonel Abdrahman Babi, adjoint au commandant du théâtre des opérations du Mali. Ces deux personnalités militaires qui sont d'ailleurs arrivées séparément sur le terrain ont pris attache avec les troupes pour leur transmettre les félicitations des plus hautes autorités. C'est un reportage de Tchemoko Sagara.
La compagnie Nimba de la Guinée-Conakry est forte de 145 hommes au compte de la MINUSMA à Kidal. Ces hommes qui ont le moral au beau fixe sont au terme de leur séjour dans la 8e région administrative du Mali. Depuis que cette crise malienne s'est posée, la Guinée en a fait une préoccupation. Nous sommes arrivés sur le terrain s'enquérir de ces réalités pour qu'à l'issue on y aille faire un compte rendu devant servir à la préparation de la montée en puissance. Le général Bangoura a transmis les félicitations des autorités maliennes et guinéennes. Il a aussi évoqué les nouvelles dispositions prises par son pays pour accompagner le Mali dans sa lutte contre les bandits. La Guinée veut augmenter son effectif au sein de la MINUSMA par l'envoi d'une nouvelle compagnie supplémentaire, plus un bataillon de réserve à partir du mois d'avril. Auparavant, le général guinéen a rencontré le gouverneur de Kidal. Les échanges ont porté sur les préparatifs des élections législatives et la sécurité dans la région de Kidal. Cette sécurité était également au centre des entretiens entre le chef de l'exécutif régional de Kidal et le colonel Abdrahman Babi. Le commandant adjoint du théâtre d'opération du Mali a ensuite rencontré les militaires maliens. Ici, il a été question des dispositifs sécuritaires et les besoins des hommes. Ces derniers sont relatifs à la récompense du mérite, à la relève et au don de soi. Et nous allons à Egalok où les populations ont organisé des manifestations de réjouissance pour exprimer toute leur reconnaissance aux forces maliennes et à la MINUSMA qui opère là-bas. Occasion également pour ces Maliens de réaffirmer leur attachement et leur appartenance à la République et à ses valeurs. Le commentaire de Daouda Sidiki Diarra. Avec la présence des forces maliennes dans plusieurs localités des régions du Nord, la vie reprend de plus belle. Certaines populations déplacées sont de retour et vivent en parfaite symbiose avec les FAMA. De par leur professionnalisme dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, les forces armées du Mali ont vite gagné la confiance de ces populations qui n'ont cessé de prôner leur appartenance à un Mali un et indivisible. Ici, à Aguelhok, les populations dans la communion se retrouvent pour chanter et danser avec les forces maliennes, françaises et de la MINUSMA. Cela faisait longtemps qu'on n'entendait plus vibrer le son de ces instruments de musique dans ces différentes localités du nord de notre pays. Sous le joug des forces obscurantistes, toutes les scènes de réjouissance étaient interdites au public. La population salue le retour de la paix dans leur contrée, mais un souci demeure. Il s'agit du problème de communication en GSM qui reste entier à Hagelok. Seuls les mieux nantis peuvent téléphoner à leurs proches avec des téléphones satellitaires. Voilà, militaires et civils dansant ensemble, quelle belle harmonie. Sécurité, gouvernance et économie, comment croire en l'Afrique? La question a largement été débattue, c'était hier au Médéis qui se tiennent à Tanger au Maroc. Les discussions révèlent que le continent fait face à d'énormes défis, mais pas impossibles à relever. L'Afrique doit surtout compter sur ses propres ressources pour atteindre les objectifs recherchés. Le récit de nos envoyés spéciaux à Tanger, Ibrahim Traoré, Aruna Diarra. Deuxième jour des Médéis à Tanger, un panel de haut niveau décrypte les maux qui minent le continent africain. Le débat a porté sur la thématique sécurité, gouvernance et économie. Comment croire en l'Afrique? Une Afrique qui fait face à d'énormes défis. La sécurité, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance, l'intégration régionale. La liste est longue. Pour Martin Ziguélé, le salut ne viendra jamais des autres. L'ancien Premier ministre centrafricain invite les États africains à prendre toutes leurs responsabilités pour assurer le financement de leur propre développement. Cela se fait comment? En augmentant tout simplement la performance de mobilisation des ressources financières de nos États. Lorsqu'on voit le taux de pression fiscale dans nos pays par rapport à la richesse nationale, elle tourne autour de 15 à 20%. Si ce taux est plus élevé pour les États pétroliers, mais c'est juste une bulle qui permet de masquer le fait qu'en réalité, hors du pétrole, hors hydrocarbures, hors mines, nous n'avons pas de manière
soutenu, responsable et dans la durée, développer ou déployer une capacité de mobilisation des ressources qui permettent de financer le développement. L'ancien président par intérim du Mali n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il faut que les Africains se mettent au travail. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Pour créer de la richesse, ce n'est que par le travail. Et qu'ils se disent bien que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir travailler pour eux. Vous savez, quand quelqu'un vient chez vous qui vient travailler, ce n'est pas pour vous, c'est pour lui-même. Et vous savez, tous ceux qui viennent aujourd'hui, qui investissent, etc., c'est parce qu'ils en tirent du profit. Le continent africain reste donc à la traîne avec des chiffres accablants. Il ne représente que 3% du commerce mondial. En plus, il n'y a que 7% de l'investissement mondial en Afrique. Au terme du débat, l'analyse et les préoccupations des panélistes sont largement partagées par les participants. Les Africains devraient ressentir, de s'unir pour peser plus, pour échanger leurs expériences, pour accumuler leurs atouts et non pas aller en ordre dispersé. Parce que comme l'a dit le Premier ministre Ziguélé, le développement c'est une guerre et que plus on est armé, plus on est équipé, meilleure est notre stratégie, plus on a de chances de la réussir. Je suis particulièrement d'accord avec le défi de l'intégration qu'a si bien expliqué le président Dionkunda, parce que le défi est là. À travers son explication pédagogique très simple, il a montré que seul on ne peut rien. Et on n'a aucun problème d'ailleurs de la sécurité dans notre sous-région. On s'est rendu compte que le Mali seul ne pouvait rien. Le débat qui aura été franc et direct prouve que l'Afrique a encore des raisons d'espérer, un espoir qu'elle doit surtout fonder sur sa jeunesse, les ressources naturelles et les innovations technologiques. Le 15 novembre, date de la fête du roi des Belges, a été célébrée ici à Bamako hier. À l'ambassade de la Belgique au Mali, ce 15 novembre, les membres du gouvernement, les amis et les sympathisants se sont joints au personnel de l'ambassade pour faire de cette nuit un moment de souvenir, des moments agréables qui ont marqué les relations entre nos deux pays. C'est un compte rendu de Mamourou Sidibé. Nombreux étaient ceux qui ont fait le déplacement du parc national pour commémorer avec le personnel de l'ambassade de Belgique la fête du roi. Parmi les invités, les membres du gouvernement du Mali, les amis et les sympathisants de la Belgique. L'occasion était bonne pour le représentant de l'ambassadeur de rappeler les excellents rapports de coopération entre la Belgique et le Mali. Durant toute cette période de crise, la Belgique est restée à côté des Maliens, avec des programmes de santé agricole à Tombouctou, Gao et Kidal, mis en œuvre entre autres par le FIDA et Médecins du Monde. Et en plus des programmes de soutien aux familles de réfugiés à travers la FAO, UNICEF, UNHCR et la CICR ont été financés. La Belgique a également contribué à la libération du territoire national malien en mettant des moyens logistiques et médicaux à disposition de Serval et en participant activement à la formation de l'armée malienne à travers le programme EUTM. Rappelons que le Royaume de Belgique est indépendant depuis 1830. Le 21 juillet 1831, le roi Léopold Ier prêtait serment et la Belgique devenait une monarchie constitutionnelle. Pour cette raison, le 21 juillet est décrété depuis 1890 comme jour de la fête nationale belge et le 15 novembre a été choisi depuis 1866 comme date de la fête du roi. Un travail bien fait et récompensé. C'est le cas de l'agence de voyage Al-Moura qui vient de recevoir une distinction honorifique des autorités saoudiennes. C'est pour la bonne organisation du pèlerinage 2013. Le trophée a été présenté hier aux membres du gouvernement en charge du Hajj. Alpha Maïka. Chaque année, le pèlerinage mobilise 7500 pèlerins maliens et cela pour une durée d'au moins un mois à la Mecque. Les agences de voyage y jouent un grand rôle. Et c'est pour magnifier le travail bien fait de l'agence de voyage Al-Moura que cette cérémonie a été organisée. C'est la persévérance dans la recherche de cette qualité dans les prestations qui a payé pour notre collègue agence de voyage Al-Moura. Pionnière dans l'organisation du pèlerinage, l'agence de voyage Al-Moura a toujours capitalisé les acquis en mettant au-dessus de tout le professionnalisme, gage de la réussite. La quête de l'excellence et surtout la satisfaction des clients reste le credo de l'agence de voyage Al-Moura. Cette reconnaissance, qu'il convient de saluer à sa juste valeur, est facteur de saine émulation
et de compétitivité entre les opérateurs du secteur. Obtenu par l'agence de voyage Al-Umra lors de l'édition 2013 du Hajj est le fait d'un couronnement de plusieurs années d'efforts fournis par El Hajj Modi Silla. Et le travail bien fait est une valeur religieuse islamique, une valeur religieuse de toutes les religions monothéistes, parce que ça voudrait dire qu'on est droit. Et Dieu veut que l'homme soit droit dans les actes qu'il pose. Al-Umra nous apporte la fierté de ceux-là qui démontrent que nous avons des hommes et des femmes croyants et qui font des bonnes choses. Le président directeur général de l'agence Al-Moura a dédié le trophée à tous les musulmans du Mali. Et le 43e pèlerinage de la communauté catholique du Mali qui a débuté aujourd'hui à Kita, au pied de Notre-Dame du Mali, pendant 2 jours. Des milliers de pèlerins venus des 6 diocèses du Mali et des pays voisins vont en méditer pour prier autour du thème « Toi, croyant avec Marie, soit artisan de la paix ». Les images dans nos éditions de demain avec Laurent Diakité, notre envoyé spécial à Kita. Contribuer à l'amélioration de la faune et de la flore, une ambition de gentleman farmer portée par un Malien opérateur économique de son État, Mamadou Sensi Koulibaly, qui amorce ce virage de 90 degrés avec l'aménagement d'une ferme située à Baguineda, à quelques 25 km de Bamako. Une expérience prometteuse qui réussit l'introduction de plusieurs espèces animales en parfaite symbiose avec l'écosystème du milieu, une réalisation qui allait voir aujourd'hui le président du Conseil économique, social et culturel. Nos envoyés spéciaux, Mariam Sagara, El Touré. Ferme Clédou, 300 hectares de forêt à 25 km de Bamako. Dans cette forêt renaît la faune avec des espèces en voie de disparition. À Baguineda, Mamadou Sensi Koulibaly fait l'élevage de dromadaires, de paons, de nindous, des tortues terrestres et même des kangourous, une espèce importée. Notre satisfaction, elle est incommensurable. Et compte tenu du volume de l'investissement qu'il a réalisé sur la ferme et compte tenu de la vision qu'il a justement pour le développement de ce pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons que dire que au niveau des autorités maliennes, des efforts devraient être faits pour encourager de telles initiatives, pour appuyer de telles initiatives afin que nous puissions non seulement dans le cadre de cette démarche créer des emplois pour les jeunes qui ambitionnent travailler et au-delà, il y a la création de richesses. Coréens et Maliens ont effectué un travail gigantesque qui impressionne plus d'un. Je suis impressionné et à la fois je suis ravi aussi parce que nous sommes en train d'aller vers l'organisation des 4e journées de l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous avons justement choisi comme parrain M. Koulibaly. Ce que je sais, c'est que nous ne nous sommes pas trompés de choix parce que lui-même, c'est l'exemple type de l'entrepreneur dont nous avons besoin aujourd'hui au Mali. Dans un pays qui doit se construire, dans un pays où tout est à faire, je pense que le concept même, il n'y a pas de travail, est un non-sens. Aux décideurs, je dis qu'à 50 km de Bamako, il y a une expérience qui doit être vue et qui doit être dupliquée. C'est dans le cadre du projet Le Dromadaire et l'Autriche, un espoir de développement intégré du Mali, que le Conseil économique, social et culturel et le groupe Vision pour la Renaissance du Mali veulent s'inspirer de l'expérience de Clédou Ferme pour inciter des jeunes entrepreneurs et des opérateurs économiques à suivre le chemin de Mamadou Sensi Koulibaly. Cette ferme de M. Koulibaly, donc, une expérience école. Le Mali également vedette dans le cadre de la lutte contre le paludisme à la faveur de la réunion annuelle de la Société américaine de médecine tropicale, une rencontre qui regroupe quelques 4000 participants à Washington, aux États-Unis. Le Mali a été honoré pour le travail accompli par les équipes du Malaria Research and Training Center de Bamako. C'est d'ailleurs le professeur Abdoulaye Djimde qui a été désigné pour présider les réseaux OneCam et DCTP. C'est un pôle de collaboration nord-sud et public-privé qui mène des études sur les médicaments antipaludiques. Au micro de Salif Sanogo, les professeurs Abdoulaye Djimde et Anders Djokman de la Suède font le point sur ce partenariat et les avancées obtenues. Le problème que nous avons, c'est que le parasite du paludisme commence à devenir résistant
aux nouveaux médicaments que nous avons en Asie du Sud-Est. De crainte que cela n'arrive en Afrique également, nous sommes déjà en train de travailler sur de nouveaux médicaments qui pourraient remplacer les médicaments que nous avons au cas où nous les perdons. Donc les essais cliniques sont en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée sur un grand nombre de sujets, plus de 4000 sujets sur l'efficacité et la sécurité de ces nouveaux médicaments. Et nous allons partager un peu l'état d'avancement de ces travaux avec la communauté scientifique. Alors aujourd'hui, c'est un partenariat nord-sud qui est mis en place. Est-ce qu'on peut dire quelque part que cela va permettre de booster, en tout cas, les recherches et que cela puisse aboutir très rapidement? Tout à fait. Un partenariat nord-sud et puis un partenariat public-privé qui a été mis en place et qui, pour une des rares fois, est piloté à partir du sud et qui, nous espérons, va permettre de faire des avancées et de mettre à la disposition de nos populations de nouveaux médicaments efficaces contre le paludisme. Nous sommes là ensemble pour faire le plus possible pour que les données soient les résultats soient les meilleurs pour vraiment pouvoir donner du support pour les programmes nationaux de l'Afrique pour pouvoir faire les décisions optimales sur quels médicaments sont les meilleurs pour combattre la maladie du paludisme. Et en soi, c'est une grande avancée dans le cadre de la recherche scientifique. Absolument. Je sais que déjà dans cette grande réunion, on demande quels sont les résultats de cette étude parce que ça a un grand profil majeur et on sait déjà que cette étude est en place, mais nous n'avons pas encore les résultats. La solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, est en meeting politique à Kolondiba, en 3e région. Le parti présente 2 candidats aux législatives du 24 novembre prochain. Le lancement de la campagne de sensibilisation a eu lieu vendredi dernier à Kébila. Nos envoyés spéciaux, Kaonga Konaté et Garibou Pérou. Bafreme Sangaré et Oumar Mariko sont candidats du Parti de la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI aux élections législatives du 24 novembre 2013. Reconnus par les militants pour leur franc-parler et leur sens patriotique hautement élevé, les 2 candidats sont ici à Kébila pour battre leur campagne de sensibilisation. Notre victoire est une victoire attendue. Elle est attendue parce que les préoccupations pour lesquelles on s'est battu pendant les 5 ans de notre présence à l'Assemblée nationale demeurent entières. Dans la localité, Oumar a défendu toutes les couleurs. Il a défendu toutes les ethnies. Je m'aligne derrière lui. Le soutien des populations de la circonscription semble effectif. Il revient maintenant aux 2 candidats de souscrire dans leur projet de société les besoins pressants. Il s'agit de relever les plateaux techniques sanitaires, de donner une éducation de qualité, de lutter contre la corruption, le chômage, de moderniser l'agriculture et l'élevage, sans oublier les problèmes fonciers entraînés par une mauvaise gouvernance selon Oumar Mariko. Nous avons des préoccupations, c'est-à-dire revenir sur les interpellations qu'on a faites pour le règlement de leurs problèmes, mais aussi nous avons des propositions de loi à faire dans le domaine des infrastructures routières, les questions d'école, de santé, de revenus des paysans, la question de la souveraineté nationale, de l'indépendance de notre pays, quel que soit le statut que nous allons avoir. Cette mission du député, nous allons l'accomplir. Le parti SADI a fait 17 interpellations de 2007 à ce jour. Les raisons de ces différentes interpellations, c'est d'améliorer les conditions de vie du peuple malien. Le parti SADI compte pour ses législatives du 24 novembre 2013 35 candidats, dont 3 femmes sur les 55 circonscriptions excepté Kidal. 22 candidats sont en course dans la circonscription de Kolondiba. Dans cette circonscription, le parti a le gros lot en termes d'électorat jusqu'ici. Auparavant, une visite de courtoisie a été rendue au chef de village de Kébila, histoire de bénédiction. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats suivants: PSDA, Indépendant Nouveau Soleil, Indépendant Faba Serré, Indépendant Badegnan, Yéléman, M+ Ramata, APDM, URP, MDD, UFDP, Parena, Phare, Indépendant BBT, Sénide, Modec. Et justement, dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre
prochain. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter demain dimanche au 17 novembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h RJS, 9h20 PDPM, 9h40 PSP, 10h BMDT, 10h20 CPM, 10h40 FAMA. 11h indépendant Oronia, 11h20 Bara, 11h40 indépendant Abala Aga Amzata. 12h UPD, 12h20 Sadi, 12h40 CAP. 13h indépendant Maliko, 13h20 PLD, 13h40 PDS. À Ségou, la coopération transfrontalière Mali-Burkina était l'objet d'une rencontre entre les deux pays. La réunion bilatérale qui s'est tenue à Sens s'est surtout penchée sur l'amélioration des performances du centre de santé transfrontalier Ouagnan-Ouraki. Déjà, sur la question, existe un avant-projet avec un montant de 2,3 milliards de francs CFA. La rencontre permettra d'apporter les rectificatifs nécessaires quant à la mise en œuvre efficiente de ce projet. Correspondance Candesila. Fonctionnel depuis plus de 2 ans, le centre de santé transfrontalier Ouagnan-Ouarokui joue un rôle important dans la prise en charge sanitaire des populations maliennes et burkinabées situées de part et d'autre de la frontière partagée par les deux États. La présente rencontre initiée avec l'appui financier de la coopération suisse vise à valider une étude portant sur l'amélioration du plateau technique du centre et les pistes d'accès pour soulager davantage les usagers. Ce centre est encore loin de combler toutes les attentes des populations bénéficiaires. Ceci peut s'expliquer par la jeunesse de la structure, l'affluence de ses usagers et son éloignement des centres de référence de Toumia et de Nouna. L'étude proposée aux participants venus du Mali et du Burkina prend en compte la construction d'un bâtiment comportant un laboratoire et une salle de petite chirurgie, ainsi que la réalisation d'une piste longue de 178 km pour un coût global de plus de 2,3 milliards de francs CFA. En réunissant toutes les parties prenantes autour de ce projet, le souci est de disposer d'un document de projet techniquement et financièrement au point et permettant de réunir les conditions d'exécution du projet dans les meilleurs délais. Côté burkinabé, le responsable de la délégation, Moussa Sidibé, s'est réjoui de cette initiative heureuse qui vise à concrétiser les efforts de la CEDEAO, de l'UOMA et du programme allemand GIZ dans la perspective d'impulser l'intégration régionale à partir des dynamiques transfrontalières. Et puis la clôture du forum du quarantenaire de la BOAD sous la présidence de Christian Adolévande, président de l'institution. Plusieurs recommandations ont été formulées par les experts internationaux. La mise en place d'un fonds de garantie pour sécuriser les productions et les producteurs et l'accroissement du taux d'investissement dans l'agriculture et dans les PME-PMI. Nos envoyés spéciaux, Mohamed Touré, Mamadou Sidibé. Après 2 jours d'intenses discussions et d'échanges de haut niveau autour de plusieurs thématiques censées donner un nouveau souffle aux actions de développement de la BOAD, les panélistes ont bouclé leurs travaux ce jeudi et ont formulé plusieurs recommandations. La mise en place d'un fonds de garantie dans le domaine agricole pour sécuriser les revenus des producteurs, la mise en place de ressources adaptées pour le financement de l'agriculture en termes de coûts et de maturité, et enfin l'accompagnement des États dans la promotion de PPP dans les infrastructures de soutien relatifs à la production agro-industrielle. Ces recommandations cadrent avec les champs d'activité de la BOAD élaborés dans ces perspectives. Notre Union dispose de mains atouts pour cheminer résolument vers l'émergence économique. Comme cela a été également suggéré, la résolution des problèmes de financement de nos économies engage la responsabilité de chacun et de tous. C'est dire que les gouvernements, les institutions communautaires, le secteur privé et la société civile doivent, suivant une démarche concertée, entreprendre les diligences et réformes nécessaires au renforcement de la gouvernance économique et financière de nos États.
l'énergie électrique aux 83% des populations de l'espace UEMOA, le développement des infrastructures routières, la sécurité alimentaire, l'eau potable et l'accès aux services financiers aux 93% des populations qui en sont encore privées, voilà entre autres ambitions à court et moyen terme de la BOA. 10 milliards 319 millions de francs CFA, c'est le coût des activités programmées en 2014 pour le développement de certaines communes urbaines dans notre pays. C'est à travers le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACUM, sous l'égide du département de l'urbanisme et de la politique de la ville. Le comité d'orientation du dit projet était réuni ce matin à la faveur de la 6e session ordinaire. Les détails avec Chakoumar Sangaré. Il s'agit pour les membres du comité d'orientation du projet d'appui aux communes urbaines du Mali de se prononcer sur le plan de travail 2014 du projet à travers cette 6e session ordinaire. Les activités non réalisées en 2013 et celles de 2014 se retrouvent dans cette prévision. Au total, ce sont plus de 10 milliards de francs CFA qui seront injectés dans le développement des villes couvertes par le projet. Dont 6 milliards d'investissements, des voies, des caniveaux, l'amélioration de la mobilité urbaine. Nous avons aussi plus de 300 millions qui seront investis dans le renforcement des capacités des villes, puisque les collectivités territoriales doivent avoir la capacité elles-mêmes de planifier leur développement, de superviser les activités qui sont mises en œuvre. Nous avons aussi plus de 200 millions qui seront utilisés pour le renforcement de la citoyenneté dans les villes. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali appuie le renforcement des capacités institutionnelles de nos grandes villes. Il couvre les communes urbaines de Kaï, Sikasso, Koutchala, Ségou, Mopti, Tombouctou et le district de Bamako. En 2009, le gouvernement a adopté une stratégie de développement des villes du Mali. Cette stratégie visait à trouver une solution à l'engorgement de Bamako comme capitale. Et par rapport aux autres villes secondaires, le gouvernement a démarché les partenaires techniques et financiers et la Banque mondiale a répondu favorablement. Il y a la coopération suisse qui s'est montrée intéressée et qui a décidé aussi d'intervenir pour élargir le projet aux villes de Koutchala et de Tombouctou. Le ministre Mara souhaite que l'équipe du projet prenne toutes les dispositions pour une exécution correcte de l'ensemble des activités programmées et cela dans les délais prévus. Lancement hier de la synergie de la société malienne sur la justice transitionnelle, la lutte contre l'impunité, la recherche de la vérité. Les victimes, ce sont là quelques thématiques sur lesquelles une charte rendue publique a été élaborée. Là-dessus, le reportage de Alpha Maïga. La crise au Mali a été marquée par de graves violations des droits de l'homme. Et c'est pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse que cette journée a été organisée. La journée marque ainsi le lancement de la synergie malienne sur la justice transitionnelle. À cette occasion, une charte en 12 points a été élaborée puis rendue publique. 1. Faciliter un dialogue national ainsi que les enquêtes pour établir la vérité. 2. Œuvrer pour l'établissement des responsabilités et la punition des auteurs des graves violations des droits de l'homme. 3. Établir des stratégies de lutte contre l'impunité des graves violations des droits de l'homme, notamment le rejet de l'amnistie. 4. Établir l'identité, le sort ainsi que la condition des victimes des graves violations des droits de l'homme, y compris pour les victimes des disparitions forcées. L'élaboration de cette charte a été saluée par les uns et les autres, cela dans un seul but, celui d'un retour de la paix. Nous espérons que dans une synergie d'action, nous parviendrons à lutter contre ces pratiques pour aboutir à la manifestation de la vérité et à la réconciliation nationale au sein de la communauté. Par conséquent, j'invite tous les acteurs de la société civile à jouer sa partition dans la gestion de la crise. Leur implication dans le processus de négociation et de construction de la paix est indispensable. La synergie de la société malienne sur la justice transitionnelle a été grâce à l'association du barreau américain.
Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 14 novembre dernier la journée mondiale du diabète. Le thème retenu était l'éducation et la prévention, protégeons notre futur. Cette année, le programme de l'événement s'articule autour de nombreuses campagnes de sensibilisation. C'est dans ce cadre que l'Association malienne de lutte contre le diabète a procédé ce matin à des dépistages gratuits et à une marche de sensibilisation qui est allée du monument de l'indépendance au centre de lutte contre le diabète. C'est un reportage de Moussa Fané. Au Mali, le diabète prend de plus en plus de l'ampleur avec un taux de prévalence nationale de 9,3% enregistré par l'association et ses partenaires en 2009. Avec ce taux, le diabète constitue un réel problème de santé publique dans notre pays. C'est pourquoi l'association malienne de lutte contre le diabète veut lutter contre la maladie à travers des sensibilisations de prévention. L'association de lutte contre le diabète souhaite l'agrandissement du centre de lutte contre le diabète, son équipement, l'organisation des séances de sensibilisation, d'information, de prévention avec l'appui du département de la santé. Car, avant le diagnostic de la maladie, l'information et le dépistage favorisent la prise en charge précoce. Les partenaires de l'association ont retiré leur accompagnement aux malades de diabète au Mali. Le président de l'association des jeunes diabétiques a invité les autorités à une forte implication pour la prise en charge des malades. Le diabète mal soigné évolue vers des complications qui peuvent être très graves. Il est toujours difficile d'apprendre que l'on est atteint d'une maladie chronique qui oblige à des contraintes. Tous ceux qui interviennent dans le cadre de la lutte contre le diabète auront en tout cas un accompagnement du ministère. L'appel que j'ai à lancer à la population, c'est d'avoir des comportements sains. Auparavant, les membres de l'association et leurs partenaires avaient marché du monument de l'indépendance au centre diabétique, soit environ 1 kilomètre pour sensibiliser la population à faire le dépistage. La journée a pris fin par la visite des locaux du centre de lutte contre le diabète. Et nous arrivons maintenant à notre page culture avec Donko ou la connaissance, qui est le titre d'un film documentaire qui a été projeté en avant-première, c'était jeudi soir, à l'Institut français de Bamako. Ce document, qui dure 52 minutes, ouvre les portes de l'univers d'un artiste plasticien, pas comme les autres. C'est un autodidacte du nom de Drissa Konaté qui excelle depuis des années maintenant dans ce métier. On retrouve très souvent ses œuvres d'art dans la rue, par de grandes fresques qui parsèment les murs de Bamako ou la décoration de bus de transport en commun. Modibo Soirée est allé voir pour moi l'actualité. Donko ou la reconnaissance est un film documentaire inspiré de Roots Art qui est un mouvement artistique répandu en Afrique de l'Ouest. Ce courant artistique est une véritable adaptation des arts traditionnels africains à la peinture moderne. Un projet porté sur écran par ce jeune réalisateur malien Kassim Sanogo, diplômé de grandes universités du Sénégal et de la France. L'idée est venue d'abord, je dirais, en 2009, avec ma rencontre avec la peinture d'Idrissa, et ça trouvait déjà que nous avions une amitié à peu près de 10 ans. Donc du coup, on a trouvé que voilà, il était intéressant d'en faire un film documentaire de création qui va relater un peu les origines africaines de l'art africain. Ce documentaire retrace la vie atypique d'Idrissa Konaté, artiste plasticien de son état, enfant vivant dans les quartiers nord de Bamako. C'est auprès de sa tante qui tissait des pagnes que notre artiste ou comédien de circonstances a fourbi ses premières armes dans ce métier. Rejeté par sa famille musulmane parce qu'il préférait la peinture, Drissa, le personnage central du film, a forgé les bases de son art dans la rue. Bon, je suis venu naturellement parce que quand j'étais petit, mon parent est sorti. Je suis tout seul dans la maison. J'ai dessiné les enfants d'autres, on s'est mis ensemble. Mais il y a un moment donné, tout le monde m'a laissé. Je continue jusqu'à aujourd'hui, je vis dans ça. Réalisé entre Bamako, Bandiagara et Sanga au pays d'Ogo, ce film documentaire qui magnifie l'art plastique dans sa diversité est une coproduction Mali-France et soutenue par l'OIF et l'Institut français du Mali. Ce film s'inscrit dans le cadre d'une collection qu'on appelle Collection Lumière d'Afrique, qui est une idée qui a été créée pour rassembler chaque année au moins une dizaine de films de jeunes cinéastes africains, soutenus par l'association Ardes Images en France. Comme quoi l'art n'a pas de frontières.
Donc, ce film projeté ce jeudi à l'ex-CCF de Bamako en est une parfaite illustration. Une œuvre qui nous a permis de découvrir le mouvement Roots Art, aujourd'hui symbole d'une nouvelle génération d'artistes conscients de leur richesse traditionnelle. Après la projection, l'équipe de production a prolongé la partie avec des échanges sur le film, les conditions de tournage, empreintes de quelques difficultés, mais aussi des moments d'évasion et de convivialité. Maintenant, le sport, football en Super Coupe joué cet après-midi au stade Modibo Keïta. Le Djoliba a battu le stade malien de Bamako au tir au but 4-2 à l'issue du temps réglementaire. Le score était de 0 but partout et c'est le 8e trophée du Djoliba en Super Coupe. Le résumé de cette rencontre avec Siragatou Sissé. Le stade Modibo Keïta a revêtu ses nouveaux habits de fête à l'occasion de la Super Coupe de football entre le stade malien de Bamako en sa qualité de champion en titre et vainqueur de la Coupe nationale et le Djoliba à ses finalistes malheureux de Dame Coupe. Ce traditionnel match annonce effectivement l'ouverture de la saison fédérale 2013-2014. La dernière fois que le stade malien de Bamako et le Djoliba AC se sont croisés en Super Coupe, c'était en 2009. Victoire des Blancs au passage à l'issue des tirs au but. 4 ans après, le vent a changé de couleur et de direction en faveur du Djoliba AC au tir au but 4-2. Dans ce premier choc de la saison, les mêmes occasions étaient à l'actif du Djoliba AC, en première comme en seconde période. C'est finalement au tir au but que le Djoliba AC s'impose 4-2. Je félicite mes jeunes. Le stade aussi n'a pas démérité, c'est un grand club. C'était vraiment un très bon match test, surtout c'était le premier match officiel de la saison. Donc généralement l'équipe qui gagne ce derby prend l'ascendant psychologique sur l'autre. Donc aujourd'hui nous on était au rendez-vous, on a tenu un langage aux jeunes, on les a dit que d'être très fort mentalement, de mettre le pied sur le ballon, surtout de ne pas encaisser les buts. On est battu sur la série de tirs au but, mais bon, dans le match, je peux pas dire qu'on ait dominé notre sujet, parce qu'il y a des joueurs qui sont encore loin de leur meilleure forme, et il n'est pas illogique que le Djoliba l'emporte, même si c'est au tir au but. Le Djoliba AC remporte son premier trophée de la saison, le 8e de l'histoire en Super Coupe, et se succède à lui-même. Et puis un mot d'athlétisme. Madame Sangare Aminata Keïta succède à Idrissa Ba à la tête de la Fédération malienne d'athlétisme pour un mandat de 4 ans. Elle a été élue avec 7 voix contre 2 pour Daouda Sogoba. C'était ce samedi à l'issue de la 18e session du Conseil national de la Fédération malienne d'athlétisme. Page noire, Mohamed Keïta n'est plus, né en 1931. À Sokolo, dans la région de Ségou. Il a fait des études supérieures à l'académie de l'ex-URS. Il servit successivement comme chef du budget DAF de la présidence, régisseur de la même présidence, secrétaire général de l'office du Niger à Makala. À cause de son sens élevé du devoir, l'homme intégré et loyal, Mohamed Keïta a été en 2011 au grade de commandeur de l'ordre national du Mali. Il a été arraché à l'affection de tous. Le jeudi, il repose désormais au cimetière de Djelibourou. Que Dieu accueille son âme dans son paradis. C'est donc la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Demain, 13h, dès Sissoko, 20h.